Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Trail Podcast. Et oui, salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du LTP avec un invité particulier qui va nous apprendre énormément de choses sur la relation entre FFA et trail, mais je vais vous le présenter dans quelques instants. Avant ça, je souhaite passer un petit message très court. Je remercie tous les Patreons, les fidèles Patreons qui soutiennent le projet LTP par cette contribution, parce que vous savez qu'elle est possible à partir de quelques euros par mois. Et bien ça me permet de me rendre sur les courses, ça permet aussi de restituer un petit peu de valeur à cette énergie que je mets à votre service depuis plus de 2 ans. Donc je tenais une nouvelle fois à remercier les Patreons. Donc si vous souhaitez rejoindre la communauté et soutenir le LTP, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Et puis, puisque je parle des Patreons, sachez qu'une partie de l'épisode leur sera réservée, une dizaine de minutes, lors desquelles mon invité répondra à quelques questions. Allez, je passe maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois le responsable national de spécialité trail course en montagne 24 heures et 100 km au sein de la Fédération française d'athlétisme. Cet ancien champion de France de 400 mètres haies s'est tourné vers le trail et la course en montagne, a intégré la FFA pour devenir le directeur technique national adjoint et aujourd'hui le responsable national de spécialité. Il va nous expliquer son passé sportif, son évolution au sein de la FFA, la place que tient aujourd'hui le trail au sein de cette organisation, la formation de nos entraîneurs, mais également l'éducation de nos jeunes sportifs. Vous allez l'entendre, nous allons balayer très large dans cet épisode, donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Olivier Guy. Salut Olivier, comment vas-tu? Je te remercie énormément de nous rejoindre sur le Let's Try Podcast. Ça va très bien, merci, et moi je suis très heureux d'être là. Ça fait plaisir. Alors dans un premier temps, je veux remercier Adrien Séguré qui nous a mis en relation. Adrien Séguré qui est le tout nouveau sélectionneur de l'équipe de France de trail. Donc on salue, qui est actuellement je crois au Kenya. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les premiers pas avec Adrien là? Les premiers pas avec Adrien ont commencé il y a déjà un petit moment, parce ouais. qu'on se connaît, on se côtoie dans le monde du trail depuis plusieurs années. Et lorsqu'il a entrepris un diplôme universitaire sur la prépa physique des trailers, j'étais à ses côtés pour réfléchir ensemble et pour l'accompagner sur ce projet-là, quoi. Mm-hmm. Donc en fait on se connaît à la fois bien, on n'est pas de la même génération, on continue de se découvrir. Je trouve ça formidable. Allez, super. On va rentrer dans le détail plus précisément un peu plus tard. Olivier, tu sais, moi dans le podcast, j'aime bien commencer par le début. Est-ce que tu peux nous expliquer ton historique sportif? Il me semble avoir lu quelque part que tu avais un titre de champion de France de 400 mètres haies. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton passé sportif en commençant par l'enfance? Alors, moi j'ai commencé l'athlé étant gamin, quoi, et je venais de la gym et je voulais faire de la perche. Là où j'étais, à Tours, il n'y avait pas de sautoir à la perche ni de coach. Donc, je me suis mis un peu sur les épreuves techniques. J'ai toujours été attiré par les épreuves techniques. Et pour le coup, j'ai eu un peu de talent sur les haies, étant tout môme. Et puis j'ai été testé sur 400, sur 800. Et bizarrement, sans trop comprendre pourquoi, sur 400, j'ai eu la meilleure perf mondiale cadet. J'ai fait 47,62 au 400 à cette époque-là. Et dès mon premier 400 mètres haies, j'étais au niveau du record de France sur 400 haies. Enfin voilà. Donc un peu de talent à la base, une envie de travailler sur des épreuves techniques et beaucoup de travail pour le coup en suivant. Donc j'ai eu des titres en cadet, en junior, en espoir de champion de France et en senior, j'en ai eu 2 en 85 et en 88. Et j'ai également détenu le record de France en salle du 400 mètres senior à une période. J'avais eu celui des juniors. Enfin bref. Et puis tout ça a été un peu stoppé par un accident de circulation qui m'a posé des problèmes. Mm-hmm. Et du coup, j'ai probablement pas réussi à faire ce que j'aurais pu faire si j'avais pas eu les petits handicaps qui ont suivi. Mais néanmoins, je me suis bien éclaté à faire cette petite carrière où j'ai eu 9 sélections en équipe de France. J'étais vice-champion d'Europe junior et j'ai participé à une Coupe d'Europe, etc. Enfin voilà. Donc
un passé de sportif et finalement tellement passionné par l'athlète que 40 ans après, je suis toujours dans ce joli monde-là, quoi. Mhm. Quelle était ta relation avec la compétition quand tu étais plus jeune et puis quand tu as commencé à vraiment performer au niveau national voire international? C'était quoi ta relation avec cet aspect-là? Alors moi, ce que j'adorais avant même la compétition, c'est le mode de vie d'un athlète de haut niveau. Pour moi, c'était un peu comme une vie d'artiste. On est pleinement impliqué dans ce qu'on a à faire, dans notre volonté de progresser. Et puis la vie que ça implique, partir en stage régulièrement dans les pays chauds. Pour les sprinteurs, c'est souvent comme ça. Et c'est ce mode de vie qui m'intéressait. Et après, en compétition, ben, j'avais zéro complexe, hein, puisque en junior, j'ai terminé le championnat de France senior à égalité avec un collègue d'entraînement qui s'appelait Serge Guillat, et qui s'appelle toujours Serge Guillat. Et on était exactement dans le même millième à l'arrivée. Donc, j'avais absolument peur de rien, ni de personne, et je m'éclatais à faire de l'athlé, et tout me souriait, quoi. Donc, tout était bien, quoi. Alors je vais te poser la question parce que je pense que c'est important dans la construction de ton histoire aussi. Quelle a été ta réaction, enfin comment as-tu géré cette histoire d'accident et l'arrêt brutal de tes performances et de ton activité? Alors c'est hyper compliqué parce que en 3 secondes, tu passes de espoir de l'athlétisme, comme je le disais en junior, déjà en équipe de France senior, etc., à quelqu'un de brisé et on sait pas si, je savais pas à l'époque si j'allais remarcher normalement, etc., quoi. J'ai une fracture ouverte tibia péroné, j'ai eu des problèmes d'anévrisme artério-veineux, enfin bref, de nerfs sciatiques. Enfin, c'était compliqué. Et évidemment, ça, il faut le vivre d'une manière la plus positive possible parce qu'il n'y a pas le choix. Tu avais quel âge, Olivier? J'avais 21 ans. Ouais. Et du coup, une fois que tu perds ton statut d'athlète de haut niveau, bah, tu perds à peu près tout. Donc, je me suis retrouvé dans une très très grosse galère, hein, puisque j'avais plus de statut, pas de travail, plus d'appartement, plus rien. J'ai dormi à l'INSEP. À l'époque, c'était encore possible quelques semaines en cachette parce que j'avais une furieuse envie de revenir au niveau que j'avais avant. Donc, ça a mis 2 ans avant que je puisse recourir vite. Mais en passant par les étapes, puisque généralement, quand on a un accident de cet ordre-là, on se rééduque. Puis après, il y a des rechutes, on se remet. Et j'ai vraiment beaucoup été souvent blessé, plusieurs opérations, etc. Mais bon, j'ai réussi à recourir vite. Et après, j'ai arrêté assez tôt, puisque chaque fois que j'arrivais en forme, je me reblessais, quoi. Mon corps avait quand même subi un traumatisme et je m'en blessais souvent. Donc, c'était un peu douloureux. Puis finalement, après 10 ans de partenariat avec la marque Adidas, en tant qu'athlète, je suis rentré chez Adidas en tant que commercial, quoi. Donc c'est une belle histoire aussi de l'autre côté. J'ai travaillé pendant 20 ans pour cette marque. Alors, tu as travaillé pendant 20 ans pour Adidas. De quelle année à quelle année? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle que tu avais en tant que commercial, sur quelle pratique plus particulièrement tu exerçais? Alors je suis rentré en 89. J'ai eu un parcours professionnel avec de la promotion interne. En fait, j'étais commercial en région parisienne, ensuite commercial dans le Sud-Ouest. Après, il y a eu des postes de responsables marketing régionaux au moment de la Coupe du Monde en 98, où là, j'étais nommé responsable marketing régional. Ensuite, il y a eu des mutualisations de postes entre la vente et le marketing, et j'étais responsable de la région, la grande région Ouest et Sud-Ouest sur les aspects marketing et commerciaux. Les aspects globaux, hein, c'est-à-dire pas spécifiques à une spécialité où c'était vraiment tout. Là, on était vraiment dans le domaine du business, quoi, de la vente de produits, de la mise en avant des produits, de la mise en avant de la marque. Et puis à un moment, il y a un poste qui s'est libéré au département sport marketing, donc tout ce qui est partenariat athlète, fédération, événementiel, etc. Et là, j'ai occupé le poste à l'athlé. Enfin, je m'occupais du sport marketing de l'athlé, du triathlon, de l'aviron et du canoë-kayak. Et ça m'a ramené vers l'athlé finalement. J'ai recôtoyé évidemment les gens de la fédération et où j'ai piloté le contrat fédération Adidas pendant presque 10 ans, quoi. À l'époque où la FFA était sous sponsor Adidas, c'était un peu le lien qu'il y avait entre toi et la FFA, quoi.
C'était ça dans le cadre de mon travail. Mais comme j'avais une expertise en matière d'athlétisme, parce que j'ai toujours entraîné et en tant qu'ancien international, bah, j'avais des conversations très intéressantes avec le président d'alors, avec Bernard Amsalem, qui avait même souhaité manifester l'envie que je devienne un des cadres techniques de la Fédé d'athlé. Enfin bref, il y a toute une histoire, un lien très fort avec la fédération qui continue d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est ma passion. Donc j'aurais exercé plusieurs métiers, mais très souvent en lien avec ma passion première, quoi. Tu disais que tu étais formateur ou entraîneur aussi à cette époque-là. Tu avais suivi des formations FFA à cette époque? C'était la FFA qui dispensait ce type de formation ou c'était hors cadre FFA? Ah ben, en fait, à l'époque, on passait des brevets d'État. Ouais. Donc, quand j'étais athlète de haut niveau et même quand j'étais blessé, j'étais à l'INSEP, j'ai fait le BE1 et le BE2 avec, entre les 2 années, j'étais parti faire le bataillon de Joinville. À l'époque, le service militaire était encore obligatoire. Ouais. Et comme j'ai eu l'accident au bout de 6 mois de BE2, j'ai refait un BE2 après, sur la deuxième partie. Voilà. Donc j'ai un BE2 qui couvre, en fait, toutes les formations fédérales aussi, quoi. D'accord. Olivier, est-ce que tu pourrais, donc on a vu qu'il y avait quand même un beau historique athlé, mais nous expliquer un petit peu ta rencontre avec le trail et quelle place avait la nature et notamment la montagne pour toi plus jeune dans ton enfance, un peu cette relation avec la montagne et la nature. Alors déjà en termes d'ancien sprinter, j'ai toujours adoré toutes les disciplines de l'athlétisme. Et mon premier stage national, c'était à Font-Romeu, où il y avait des marcheurs, des coureurs de demi-fond, etc. D'ailleurs, j'ai épousé une course de demi-fond, qui était en équipe de France, Nathalie Touma, qui a fait moins de 2 minutes au 800 mètres, et qui est présidente du club d'athlé à Agen, là où on habite. Et donc, j'ai jamais eu de frontières. J'ai toujours adoré toutes les disciplines de l'athlé. Et pour le coup, lorsque je travaillais chez Adidas au département sport marketing, j'avais en charge les partenariats avec des athlètes, mais aussi des athlètes pistes et avec les runners. Et ça correspondait exactement à la période où le trail était en pleine évolution. Et pour le coup, j'ai mis en place, avec l'aide de trailers comme Thierry Breuil, Gilles Guichard, le premier team trail pour la marque Adidas, quoi. Voilà, donc l'histoire a commencé comme ça, avec des gens de talent, Revel de Pape, Eric Clavry, enfin voilà, et j'avais également le team route, donc j'organisais un séminaire annuel avec les trailers, les runners route, il y avait une vraie dynamique autour de ça, et du coup moi comme j'avais pas de blocage d'une discipline à l'autre, ce qui est absolument le cas encore aujourd'hui. On va en parler. J'ai toujours adoré la nature. Bah, le trail, c'était un terrain d'expression que j'ai adoré, quoi. Puis après, au-delà même de la montagne, l'état d'esprit des trailers, voire même des runners aussi, hein, l'état d'esprit, l'engagement, ce que ça demande en termes de temps, que ce soit en plein été ou en plein hiver. Enfin bref, c'est quand même quelque chose. Ce sont des personnages intéressants à suivre. Et pour le coup, ça ressemble pas à ce que je faisais en tant qu'athlète, mais j'adore ça quand même. À quel moment, Olivier, tu t'es dit pendant cette période-là, un peu là, de mise en place de tous ces projets? Le trail, c'est en train de devenir une spécialité à part entière et ça va peut-être devenir quelque chose de conséquent. Tu te l'as dit à un moment? Ouais, je me le suis dit parce que j'avais aussi un regard un peu marketing sur tout ça, puisque dans ces métiers marketing, on regarde un peu les chiffres, on regarde les tendances, on essaie d'avoir un temps d'avance. Et effectivement, j'avais motivé à l'époque Adidas à s'investir dans le trail parce que la tendance montait très fortement. De là à dire que ça allait se développer tel qu'on l'a connu dans les dernières années, on se doutait bien que ça allait progresser, qu'il y avait une vraie tendance, une vraie envie de la part des coureurs, ou de nouveaux coureurs d'ailleurs, hein, venus d'autres univers, de s'impliquer dans la course à pied. Puis finalement, la course à pied, c'est quelque chose de tellement simple et de basique qu'on a tous dans notre ADN. Hein. Quand on est tout petit, on est content de courir avec les copains en disant allez, on fait celui qui court le plus vite ou celui qui va le plus rapidement à tel endroit. Ça, c'est humain, quoi, en fait. Et évidemment, on pouvait se douter que ça allait vraiment fonctionner, quoi.
Est-ce que tu peux nous expliquer, si possible, un peu ton évolution au sein de la FFA, les principaux jalons, les principales étapes qui ont fait que tu en es arrivé jusqu'au poste actuel qui, tu me l'as dit tout à l'heure, est responsable national de spécialité, en l'occurrence trail, course en montagne, 24 heures et 100 km. Ça, c'est le poste précis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes étapes marquantes dans ton on va dire, entre guillemets, évolution au sein de la FFA? Alors la première étape marquante, je l'ai déjà un petit peu évoqué Ouais. tout à l'heure, c'est lorsque j'étais salarié de la marque Adidas, où je gérais le partenariat Fédé et Adidas. D'ailleurs, Adidas est revenu cette année en tant que partenaire à la Ouais. fédération, ça me ravit. Et, et ensuite, j'ai quitté les effectifs d'Adidas après les Jeux Olympiques de Pékin. Tout en restant en contact avec eux, moi j'avais envie de prendre un peu mon indépendance et j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelait Athletic Impulse Mhm. et je suis resté consultant pour Adidas en tant que team manager pendant, ça a duré 8 ans. Et dans le même temps, j'étais consultant également pour la fédération qui ne comprenait pas encore bien ce qui se passait dans le monde du trail et qui n'avait pas des règlements adaptés à la pratique. Il fallait faire beaucoup de pédagogie en interne pour expliquer ce qu'était le trail et ce que ça pouvait devenir. Et pour le coup, en tant que consultant, j'étais chargé de ça en fait, de conseiller la fédération sur ce volet-là, quoi. Mhm. Sachant que moi, j'avais déjà quand même de l'expérience de plusieurs années avec le team Adidas et le regroupement des team managers qu'on avait créé entre le team manager d'Asics, de Salomon, enfin de toute autre marque, mais les plus gros étaient là. Et pour le coup, cette expertise-là, bon, je l'ai mis au profit de la fédération pour que cette discipline soit vraiment prise en considération par la Fédé, quoi. On va en parler, on va rentrer plus dans les détails tout à l'heure sur cet aspect-là. Moi, je suis actuellement à une formation aussi trail et course en montagne pour être entraîneur. C'est toujours le cas aujourd'hui. J'y rentrerai, j'expliquerai un peu plus tout à l'heure, mais il y a une vraie difficulté d'intégration, je trouve, du trail au sein de la FFA, de mon point de vue. Est-ce que toi, enfin, j'imagine forcément que c'était déjà le cas parce que c'était les premiers temps. Et quelles ont été les difficultés pour toi, notamment de faire comprendre que c'était une discipline qui allait compter dans les années à venir? Bah, l'ADN de l'athlétisme, ça reste sur la piste. Et Mhm. puis les critères d'évaluation du ministère des Sports, de l'Agence nationale du sport, bah, ça reste des médailles dans les grands championnats. Mhm. Et les grands championnats sont généralement des disciplines olympiques. Les aides individuelles pour les athlètes, etc., sont fléchées plutôt sur des athlètes olympiques. On en est là au niveau du développement du trail, la course en montagne, de ces disciplines non olympiques. On en est à ce stade-là. Évidemment, les choses peuvent échanger puisque l'Agence nationale du sport a commencé un travail pour reconnaître les disciplines qui remplissent des critères assez précis, notamment sur le nombre de pays. Est-ce que la discipline est structurée au niveau international? Est-ce qu'il y a un championnat du monde? Combien de pays au championnat du monde? Enfin, tout un tas de critères comme ça. Et il est fort possible que dès l'année prochaine, ces disciplines soient reconnues comme des disciplines de haut niveau. Mais je parle du trail, de la course en montagne, du 24 heures, mais aussi du cross, par exemple. Le cross n'est pas une discipline olympique, et donc les athlètes qui ne sont que crossman et pas performeurs sur la piste ne pourraient ne pas être considérés comme athlètes de haut niveau. Donc il y a toute cette évolution qui est que j'aimerais plus rapide, mais ça avance quand même, et notre problématique pour le trail dans le monde de l'athlète, on va dire l'athlète traditionnel, c'est que dans les clubs, beaucoup de gens continuent de penser que ces disciplines-là ne sont pas des disciplines de l'athlétisme parce qu'ils ne sont pas acculturés, ils connaissent pas, et quand tu connais pas, tu as plutôt tendance parfois à repousser plutôt que d'intégrer. Donc il y a tout ce travail aussi de pédagogie, de démontrer que dès lors qu'on se déplace avec un temps de suspension, on fait de la course à pied, que ce soit du 60 mètres en salle ou de l'ultra trail. Tout ça, c'est de la course à pied. Mais l'ADN et le système sportif français
encourage plutôt les disciplines olympiques. J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ce que tu as dit juste avant, que prochainement le trail et le cross notamment allait être reconnu comme des disciplines de haut niveau. Qu'est-ce que tu entends précisément par là? Est-ce que ça va être intégré possiblement aux Jeux Olympiques ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Non, ça n'a pas vraiment de rapport. En revanche, comme l'Agence nationale du sport doit encourager la pratique sous toutes ses formes, la pratique sportive, hein, pour lutter contre la sédentarité, etc., ouais. Et qu'il y a des pratiques à fort volume de pratiquants comme la course à pied, eh bien, ils s'intéressent quand même fortement à ces disciplines-là. Donc, si elles sont reconnues disciplines de haut niveau, les athlètes qui sont en équipe de France seront reconnus également athlètes de haut niveau. D'accord. Et là, ça peut ouvrir des aides, la relation peut être différente et apporter plus de choses aux athlètes. En tous les cas, c'est l'ANS qui mène ce projet. Nous, on a contribué en donnant les informations. Pour l'instant, les signes sont plutôt encourageants. Attendons de voir les choses. C'est pas nous qui avons les cartes en main, là, mais l'agence est vraiment très intéressée, puisque dans leur mission, ils n'ont pas que le très haut niveau à gérer, mais aussi le développement de la pratique sportive dans son ensemble. Et là, on est vraiment sur des disciplines de milliers de personnes qui pratiquent. On parle de 5 millions de personnes qui prennent des dossards chaque année, et on parle de 12 ou 13 millions de gens qui courent, quoi. C'est énorme, c'est monstrueux. C'est énorme. En France, hein, on est d'accord. En France, oui. Donc ça fait un cinquième, quoi, de la population. Oui. c'est juste énorme. On va rentrer un petit peu dans le détail de relation entre le trail et la FFA. Déjà, dans un premier temps, Olivier, est-ce que tu peux, je sais que voilà, pour certains d'entre nous, c'est pas toujours évident de faire la différence entre les deux, mais est-ce que tu peux nous donner la définition et la différence entre le trail et la course en montagne pour la FFA? Alors, c'est pas que pour la FFA d'ailleurs, puisque c'est au niveau international. Hein. Mm-hmm. Alors, je vous expliquerai aussi que les choses sont en train d'évoluer. Alors, la course en montagne sont des formats de course qui sont très, très, très cadrés, avec des critères qui sont assez simples. Un coureur doit pouvoir quasiment courir tout le long du parcours, ne jamais devoir crapahuter, mettre les mains, etc. C'est soit un format montée-descente ou soit un format montée. Ça, c'est structuré au niveau international dès les cadets, puisque les cadets, il y a une Coupe du Monde cadet, il y a au championnat de France de course en montagne, il y a des courses cadets, et on a des juniors au championnat d'Europe, au championnat du monde, et évidemment les seniors. Donc c'est structuré depuis les années, on va dire depuis les années 90. Le trail. C'est quelle fédération internationale qui gère la course en montagne? La WMRA. WMRA, World Mountain Running Association. Voilà, sont des fédérations délégataires de World Athletics, de la Fédération internationale d'athlétisme. Donc, ils sont reconnus et ils ont une délégation pour organiser des championnats, etc., quoi. D'accord. Et pour dynamiser la discipline. Puis le trail, le trail, l'histoire du trail en France, on va dire que la création des premiers trails, même s'il y avait des courses qui ressemblaient à des trails, mais ça portait pas ce nom-là, mais vraiment le grand contributeur à la base, c'est Templier dans les années 95, on va dire. 95, ouais. Première édition. Mmh. Et puis là, au niveau international, il y a eu un championnat du monde organisé relativement vite, on va dire, puisque ça date de 2009, c'était un premier test, et 2011, le vrai championnat du monde avec des titres qui ont été délivrés. Puis après, c'est le bon format, ça s'est un peu cherché, une année sur deux, ou tous les 2 ans, mais avec un format long, un format court. Voilà. Donc c'est encore en construction, c'est encore les choses évoluent encore. Les choses ne sont pas complètement figées. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est compte tenu qu'en course en montagne, il y a plusieurs formats. Il y avait un format court et un format long. Et le format long, dont l'équipe de France d'ailleurs est championne du monde par équipe, le format long en titre, le format long était à peu près équivalent au format court du trail. Donc il y avait bien un problème aussi il y avait un chevauchement des deux. Voilà. Des deux types d'épreuves, quoi, en fait. Et puis, du coup, une lisibilité qui était un peu compliquée. Donc, au niveau international, il y a eu des discussions. Nous-mêmes, on a participé à ces discussions. Donc, le nouveau format de championnat du monde, et le prochain aura lieu à
à Chiang Chiang Mai. Mai en Thaïlande au mois de novembre. On aura du kilomètre vertical ou de la course verticale. On aura de la course en montagne sur le format dit classique, donc montée-descente. Montée-descente, 10-12 km. Ouais. Voilà, donc là, ce sera un peu plus long, ce sera autour de 17 km, je crois. D'accord. Et puis, on a aussi des juniors. Hein. Et puis, on aura un format 40 km sur le trail et un format 80 km. Donc, on aura une équipe de France beaucoup plus étoffée que les dernières fois. Ça nous fait une délégation à 50 personnes. C'est encore une autre organisation. Et en alternance du championnat du monde, il y aura le championnat d'Europe sur le même format. Et cette année, bizarrement, avec les histoires de Covid, on se retrouve avec les deux championnats, donc championnat d'Europe au mois de juillet, championnat du monde au mois de novembre, parce que le championnat du monde devait avoir lieu en 2021, et il a été repoussé cette année. Voilà. Donc, c'est la nouvelle organisation pour améliorer à la fois la lecture, pour que la hiérarchie soit plus claire pour tout le monde, et que finalement, chacun puisse prétendre à un vrai titre de champion du monde ou de champion d'Europe. Donc une vraie, une réunification entre guillemets au niveau international du trail et de la course en montagne, hein, si je veux résumer. C'est ça, c'est exactement ça. Alors pour l'instant, au niveau français, on n'est pas dans ce format-là puisqu'on a gardé notre championnat de France de course en montagne qui aura lieu à Reims-Marsous cette année dans les Pyrénées. Ça va être magnifique. Ils étaient déjà organisateurs il y a 2 ou 3 ans. C'était vraiment très bien, très réussi. Et puis on aura le championnat de France de trail à Salaire comme prévu il y a déjà 2 ans, mais le Covid nous l'a amené cette année, quoi. Voilà. Donc ça se structure au niveau international. On attend avec impatience de vivre cet événement sous cette forme-là, puisque pour l'instant, ça n'a jamais été fait. On va en reparler un petit peu. Juste, voilà, c'est hyper intéressant ces organisations internationales qui sont en train de voir le jour, notamment par le biais de la WA et JITRA notamment. Hein. On rentrera un petit peu plus dans le détail juste après, si tu veux bien. De mon côté, là, j'aimerais, parce que je pense que c'est quand même intéressant de resituer un peu l'historique entre la FFA et le trail. Est-ce que tu peux nous dire en quelle année le trail a été intégré au sein de la FFA? Parce qu'il me semble que la FFA a intégré pas mal de disciplines, et notamment la marche nordique aussi. Je crois que elle intègre beaucoup de disciplines. Alors le trail, contrairement à ce que beaucoup pouvaient prétendre que la Fédé ne faisait rien, etc. En fait, je le disais tout à l'heure, le premier championnat du monde a eu lieu en 2009 et à l'époque, André Giraud, qui est président de la fédération actuellement, était en charge du running à la fédération en tant qu'élu. Et lui, il a vraiment motivé tous ses collègues à engager une équipe au championnat du monde parce qu'André avait ou a toujours cette sensibilité running. Il est à l'origine de Marseille-Cassis. Il a vraiment, et lui-même était marathonien. Donc il connaît bien, il est très sensible à ça et il a bien senti, peut-être avant beaucoup de monde, qu'il y avait un potentiel de développement sur cette pratique. Et pour le coup, dès 2009, la Fédé s'est impliquée à travers la sélection d'une équipe de France. C'est quand même l'une des vocations premières de la fédération. Et après, de structurer la discipline, c'est sa vocation. Et dans le même temps, a été mis en place le premier Trail Tour national, très tôt, hein, avec l'aide d'organisateurs et notamment Gilles Bertrand des Templiers qui participait au groupe de travail et bien d'autres, hein, y compris des trails comme le trail de la Côte de Pâle, qui n'était pas un trail de montagne. Enfin, tout le monde a contribué à la réflexion autour du Trail Tour national. Et ce Trail Tour national, avec un système de points, etc., permettait de délivrer un titre de champion de France. Donc ça a été fait très tôt, au moment où cette discipline commençait à émerger. Ok. J'aimerais comprendre aussi, moi, d'un point de vue extérieur, comment est organisée hiérarchiquement au sein de la FFA, on va dire la discipline du trail et de la course en montagne. Ça représente combien de personnes? C'est assez conséquent. On n'arrive pas trop à se représenter. Alors là, on est en train de vivre une réorganisation de la direction technique nationale. Le nouveau DTN, Patrick Ranvier, a été nommé il y a quelques semaines. Romain Barras a été nommé responsable de la haute performance. Donc les choses se structurent. Là, ont été nommés et ça date de ce week-end là au championnat de France de Miramas et c'est sur le site de la fédération, c'est mis en ligne depuis quelques jours.
il y a 8 responsables de spécialité qui ont été nommés. Certains pour le sprint court, d'autres sur le sprint long, les sauts, le demi-fond, etc. Patrice Binelli sur le marathon, la marche athlétique. Et moi, je fais partie de ces 8 personnes puisque je suis en charge du trail, de la montagne, du 24 heures et du 100 km. Donc de ces disciplines non olympiques, mais peu importe. On est bien dans l'équipe de la haute performance, managée par Romain Barras et toute l'équipe autour. Donc il n'y a pas de différence. Tout le monde est bien intégré. Alors après, en termes de moyens, on n'est pas sur des disciplines olympiques, comme je disais tout à l'heure, et on n'est pas non plus sur une multitude de disciplines comme peuvent l'être les sauts, entre la perche, le saut hauteur, le saut en longueur, le triple saut. Voilà. Donc chaque responsable de son pôle, en fait, se structure ses équipes de terrain pour encadrer ces disciplines-là. Donc après, on a aussi le département médical qui nous met à disposition les médecins, les kinés, etc. pour nos stages et pour les déplacements en équipe de France. Donc au final, c'est un investissement assez lourd parce que ce qu'on ne sait pas assez, c'est que lorsqu'on va dans un championnat, par exemple, la prise en charge par la fédération internationale est minime. Ils prennent 2 ou 3 athlètes en charge et un encadrant. Tout le reste, c'est à la charge d'une fédération. Alors quand on va aller à Chiang Mai, c'est un budget à plus de 140 000 euros. Par exemple. Voilà. Donc il y a une forme d'investissement qui n'est pas absolument visible, ne serait-ce que mon salaire. Moi, je suis salarié de la fédération. Mon salaire est pris en charge au profit de ces disciplines-là, si tant est que je sois capable de les développer, de les faire avancer. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en tous les cas, il y a un investissement sur ces disciplines. Voilà. Alors, du coup, en trail, on a évoqué tout à l'heure Adrien Séguré. Adrien, il fait partie de mon équipe en quelque sorte, au même titre que Antonio Gallego sur la partie course en montagne. Et puis après, Laurence Klein et d'autres sur le 100 km et le 24 heures. Voilà, donc on est structuré, mais on n'a pas des moyens non plus absolument démesurés pour faire fonctionner ça, mais on a quand même et sur l'autre versant, puisque dans ma mission, je suis aussi en charge du développement de la discipline, je travaille avec le service développement fédéral en charge du running, un garçon qui s'appelle Adrien Tarenne, qui lui est pratiquant, il est trailer, il est coureur sur route, il est coach. Donc, il est diplômé, il a fait STAPS, etc. Donc, il sait très bien, et il fait comme toi, il passe les diplômes internes à la fédération de coaching. Et pour le coup, on est tout à fait en phase et on fait avancer des projets comme le projet Univers Trail, les parcours permanents de trail, le label. Je peux le développer si vous voulez. On est sur les sections trail jeunes aujourd'hui avec des contenus pédagogiques qu'on est en train de mettre en place, etc. Donc, ça s'arrête pas juste à la partie équipe de France. On active tous les leviers possible pour faire vivre nos disciplines et les développer. D'accord. On a vraiment la sensation là alors première question que je me pose, c'est du coup le running de manière générale, entre guillemets le hors stade, ça comporte le running aussi. Toi, tu n'es pas en charge du running. Alors juste avant d'avoir ce nouveau poste là, cette nouvelle réattribution, le DTN précédent, Patrice Gergès, avait souhaité avoir à ses côtés un DTN adjoint en charge du running. Alors c'était son choix et il m'avait proposé cette mission. Le nouveau DTN, dans le cadre de ce qu'il est en train de mettre en place, n'a pas souhaité reconduire ce poste de DTN adjoint en charge du running. Il a organisé les choses différemment. C'est son droit le plus strict. L'essentiel, c'est qu'il y ait toujours une personne en charge de ces disciplines pleinement, quoi. Voilà. Et par ailleurs, le running, et si vous allez sur le site de la fédération et que vous consultez le plan de développement fédéral, le projet de plan de développement, le running est prioritaire. Alors quand on parle de running, on parle bien de la course sur route, trail, montagne, enfin tout ce qui compose les disciplines, ce qu'on appelait hors stade avant, que j'ai souhaité faire changer parce que hors stade c'était à mes yeux et aux yeux de beaucoup un peu excluant, et surtout les gens non licenciés qui auraient pu avoir une envie de venir dans un club, etc. La notion de hors stade, elle parle pas pour eux. Ça évoque rien, quoi. En revanche, le running, c'est devenu générique, donc autant adopter les termes du milieu dans lequel on évolue, quoi.
On est d'accord. On est d'accord. Très bien. Je vais parler un petit peu de moi. Comme je disais tout à l'heure, je suis en train de suivre un cursus de formation entraîneur trail course en montagne au sein de la FFA. Alors, je vais donner mon point de vue qui n'engage que moi, hein, pour l'instant. J'ai suivi quelques modules, il y en a une dizaine au total pour être niveau 3. Et voilà, j'ai vraiment la sensation, en parlant un petit peu avec les différents intervenants qu'on a sur lors des formations, que ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein, le trail est considéré un petit peu comme une pratique de randonneur. C'est un peu mon sentiment, et qu'on n'est pas totalement considéré, et qu'on, de mon point de vue, les personnes qu'on a en face, là ça ne regarde que moi encore une fois, mais n'estime pas qu'on est réellement une discipline de sportifs, enfin voilà, que à leur niveau, quoi, entre guillemets, hein. Donc c'est un peu la sensation que j'ai. Est-ce que c'est ce que tu ressens toi aussi en interne? Voilà, je sais que c'est un peu délicat, mais est-ce que c'est ça que tu ressens aussi? Non, non, y a rien de délicat, hein. Que je le disais tout à l'heure, l'ADN de l'athlétisme, c'est la piste, même si la toute première discipline, c'était le marathon quand même. Mhm. Mais intégrer ces disciplines-là, bah, ça prend un peu de temps. Nos bénévoles sont pas toujours très jeunes, donc ils raisonnent avec des raisonnements qui sont les leurs et qui étaient justes peut-être 15 ans avant. Et voilà, donc il y a des choses il y a des choses qui bougent, les lignes bougent. Les formations, puisqu'on évoque ça, les contenus de formation bougent aussi, mais on est quand même sur des socles assez larges, puisque le spectre de la course à pied est assez large. Donc, quand on parle de formation d'entraîneur, à la base, on commence par des formations généralistes, on va dire, sur les grandes règles de l'endurance, par exemple, ou de la biomécanique de la course à pied, etc. Et puis après, on va sur des notions de spécialisation. Mais il y a un CQP qui a été réactivé avec le trail qui est intégré, etc. Donc, il se passe des choses. En plus, ça bouge au moment où la plateforme de formation LOFA, l'organisme de formation fédérale, a aussi bougé. Donc, les contenus sont en train de s'étoffer. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui travaillent bien. Et par ailleurs, on a créé, on est en train de le faire, on va finaliser. Mais en tous les cas, ça a été validé par le comité directeur et le bureau fédéral de la fédération. On a mis en place et on a développé, et on est encore en train de le faire, des contenus pédagogiques pour enseigner le trail aux jeunes catégories, voire très jeunes catégories, en toute sécurité, en toute progressivité, sans omettre les bases de l'athlétisme. Mmh. Donc ça, on a déjà des contenus qui sont prêts. Et après, on a des contenus spécifiques pour les jeunes trailers, puisqu'on a déjà fait des vidéos, des situations pédagogiques, et on est en train de finaliser tout ça. Alors moi, je raconte un peu ma vie, mais là, je suis en arrêt de travail, je me suis opéré d'une épaule en chutant en montagne suite à une chute, donc j'essaie de courir aussi un peu quand même, et du coup ça c'est un tout petit peu en stand-by, mais même si les équipes continuent de bosser dessus, mais je reprends le travail le mois prochain, et on va réappuyer sur le bouton pour ça, quoi. Mais en tous les cas, section trail jeune, et on a même des contenus pédagogiques qui vont au-delà de la partie purement athlétique, on va dire, puisqu'on voudrait que les enfants soient sensibilisés à la protection de la nature, aux premiers gestes de sécurité, à faire un point météo, qu'est-ce qu'on met dans son sac, etc., etc., quoi. Donc tout ça, ça fait partie. On va faire un petit passeport du jeune trailer. Il y a un vrai projet, et surtout, on a créé des formats de compétition pour les jeunes catégories. Donc c'est-à-dire que sur un événement trail organisé par des organisateurs privés. Par des clubs affiliés à la FFA, forcément, quand même. Affiliés ou pas, d'ailleurs, mais ou pas, d'accord. Ou pas, mais toujours en lien avec un club, par exemple. L'organisateur peut être privé, mais s'il veut organiser des épreuves pour les jeunes, il faut quand même qu'il fasse appel à un club qui va venir l'aider à mettre les choses en place. Mais en tous les cas, les formats sont prêts. On va les tester sur un test event pour être sûr qu'on ne se trompe pas sur les distances, les dénivelés. Mais enfin, les distances sont les mêmes que sur les crosses, mais il y a la notion de dénivelé en plus. On veut que les gamins apprennent à marcher quand c'est nécessaire de marcher plutôt que d'essayer de courir.
on veut qu'ils apprennent à lire le terrain pour bien descendre et développer toutes les capacités qu'on doit développer étant jeune, l'habileté, la lecture du terrain, etc., quoi. Donc on est bientôt prêt. En tous les cas, tout est validé et on va appuyer sur le bouton. Plusieurs choses de mon côté pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Je tiens à saluer Laurence Vivier qui est la responsable formation de notre région, là, PK. Et effectivement, je vais dans ton sens. C'est les plateformes de formation sont assez bien foutues. Il y a quand même pas mal de contenu, donc bon, clairement, on s'aperçoit que c'est quand même une tendance globale historique de la FFA qui est plutôt liée à l'athlé, hein, principalement. Donc ça, c'est un peu normal. C'est la culture, on va dire, de la FFA. Mais malgré tout, on sent qu'il y a quand même une espèce d'ouverture avec des contenus de formation qui sont à destination notamment de l'ultra trail, etc. Et donc effectivement, je te confirme, il y a pas mal il y a de quoi faire à la FFA pour la formation, et les outils commencent je trouve, à être assez bien foutus. C'est assez voilà, c'est assez bien fait, et j'invite chacun qui souhaite se former à vous rendre sur les sites de la FFA et notamment sur les sites de la formation. Vas-y. Laurence Vigier, elle fait partie de mon équipe d'encadrement des équipes de France. Donc, elle organise tous les ans un stage jeune de running, donc coureur sur route et coureur en montagne. Donc ça, elle fait ça depuis des années. Et là, sur les contenus pédagogiques, justement pour les enfants, on a travaillé avec la Commission nationale des jeunes, plus la Commission nationale de running, plus des intervenants extérieurs de l'éducation nationale, etc. Et Laurence est vraiment très, très, très active là-dessus parce qu'elle fait vraiment le lien avec les contenus pédagogiques qu'on va retrouver sur les plateformes de l'OFA. Donc c'est quelqu'un de très important dans nos dispositifs, et qui plus est, elle est passionnée de course en montagne et pratiquante. Et elle a eu une belle petite carrière d'athlète aussi à très très bon niveau. A priori, ouais, c'est après ce que j'ai entendu. Oui. Tu viens d'en parler juste à l'instant là, de la pratique de la formation des enfants notamment. Sujet hyper important. J'ai l'impression que voilà, ça y est, la FFA. Alors ça va peut-être être un peu péjoratif de dire ça, mais a pris conscience de cet aspect-là pour la formation des petits trailers ou des adolescents trailers. Il y avait eu quelques projets qui vous ont précédé, hein, on pense à Guillaume Prax notamment avec École de Trail. Voilà, tu peux réinsister sur le fait qu'il y a peut-être eu un retard à l'allumage sur cet aspect-là, mais qu'aujourd'hui on est vraiment dans une logique. Et d'ailleurs, il me semble que si j'ai bien vu, vous avez déposé, la FFA a déposé le terme Kid Trail récemment. Est-ce que tu peux réinsister sur cet aspect formation des jeunes? Alors, évidemment que ça faisait un moment que j'argumentais au sein de la FFA pour dire il faut qu'on se bouge sur ce volet-là, parce que quand on va régulièrement à la Coupe du Monde de course en montagne pour les cadets, puisqu'on a des équipes de France. D'ailleurs, la dernière compétition, nos Français ont gagné la Coupe du Monde par équipe, les cadets, et ils ont fait 1, 2, 3 et 8e de la course quand même. Donc on a quand même des savoir-faire avec des coachs qui sont assez talentueux là-dessus. Donc le fait que Guillaume Prax crée des écoles de trail en dehors du giron fédéral, ça pouvait dans un premier temps être mal vu par des personnes de la fédération en disant c'est pas lui de faire ça, etc. Moi j'ai pris le truc à l'inverse, je suis allé rencontrer Guillaume Prax à Millau, je me suis déplacé pour faire sa connaissance, et il s'avère que Guillaume c'est un passionné d'athlète, un crossman, toujours eu sa licence dans des clubs, etc. Et que c'est parce que nous, effectivement, on avait peut-être un petit peu de retard, je sais pas, ou alors lui qui avait pris un peu d'avance, je sais pas comment on peut voir les choses. En tous les cas, il y avait une volonté des deux côtés. Lui, il a avancé et on est toujours en contact avec lui. Je suis allé aussi à sa course et soutenu de l'organisation du trail de la Cité des Pierres pendant le Covid. Je l'ai soutenu. J'y étais. J'y étais voilà. Aussi. Et pour le coup, on n'est absolument pas dans une relation conflictuelle. Bien au contraire. On est absolument complémentaires. Lui, il a une partie contenu pédagogique qu'il n'avait pas forcément développé. Nous, on est en train de le faire. Moi, à mes yeux, ce qui compte, c'est que on puisse faire cavaler des gamins partout en France, parce qu'il y a des possibilités incroyables. Et il y a plein d'endroits où il y aura jamais de piste d'athlètes, parce que on le sait, dans les petites villes, ça coûte trop cher d'avoir une piste d'athlètes. En revanche, on peut très bien créer un club de running avec une section trail jeune
et il y a des terrains de jeu absolument partout. Donc on est bien complémentaires là-dessus. Et puis peut-être qu'un jour, nous, quand on va organiser des compétitions officielles pour les mômes, peut-être qu'il viendra avec ses écoles de trail, etc. Enfin, la dynamique est là et la volonté est là de sa part parce que lui fait partie de cette famille de l'athlète, quoi. Et on n'est pas du tout dans l'opposition. C'est pour ça que nous, ça s'appelle section trail jeune. Et vraiment, en arrière-plan, c'est vraiment ça l'idée, c'est que partout en France, il y a la campagne, des zones où on peut créer des petits clubs et des sections trail jeunes. Et dans la section trail jeune, il y a tous les éléments de la course à pied pour les mômes, courir, sauter, lancer, etc. On peut absolument tout enseigner. Et en Italie, en course en montagne, chaque fois qu'on va sur un grand championnat, on voit des courses benjamin, minimes. Ils ont cette culture. Alors que nous, il y a eu des réticences parce que les gens avaient plutôt le sentiment que c'était dangereux. Ouais. Alors que c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Il faut juste bien l'encadrer et puis préparer les enfants à descendre, à monter, etc. C'est pas plus dangereux qu'autre chose, bien au contraire. Hein. De toute façon, naturellement, des gosses, ils s'amusent. Hein, on l'a tous fait, sans être présent dans un club de trail, on le faisait nous. Hein. Bien sûr. Sauf que nous, on avait la possibilité, entre guillemets, de courir un peu dans les collines, un peu plus librement qu'on le fait aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Donc tout ça, ça peut rejaillir positivement sur la dynamique du trail, puisque la moyenne d'âge des trailers est de 39 ans. 39 ans, c'est aussi l'âge où tu as des enfants qui te suivent le week-end sur des courses, etc. Ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à ces enfants de pratiquer, de prendre le départ d'une course en toute sécurité et en respectant l'évolution et la progressivité pour pas que les gamins grillent des étapes et viennent à se blesser, etc. Et c'est tout à fait possible de faire ça et c'est ce qu'on est en train de préparer. Alors moi, toute transparence, et les auditeurs le savent, je participe à une école de trail à Aix-en-Provence et voilà, je l'ai dit à plusieurs reprises, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vraiment, comme tu le disais, c'est juste génial de voir des gamins courir comme ça et tout. Et quels sont les projets, on va dire, concrets de la FFA dans le cadre des clubs qui pourraient faire avancer cette question-là? Je reformule ma question. Qu'est-ce que la FFA va mettre en place concrètement pour que les clubs puissent développer ce genre de section? Alors, déjà faire savoir, on va avoir un gros travail. Il y a 2500 clubs en France, il y en a un certain nombre qui sont labellisés, donc qui ont vraiment une démarche de progression, d'encadrer toutes les disciplines, etc. Donc faire savoir, la première étape, c'est qu'on a ces contenus pédagogiques, et ensuite de créer la dynamique pour que des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs viennent se former pour pouvoir encadrer. Donc en fait, la clé du succès, que ce soit pour les jeunes ou pas, ou pour les plus vieux, concernant le running, c'est que on sait que dès lors qu'on forme un coach dans un club, même si c'est un club d'athlètes piste, il y a un coach de running, il y a un groupe d'athlètes qui se crée. C'est aussi simple que ça. Donc on va inciter les gens à se former, toujours se former. Et dès lors qu'ils sont formés, on sait qu'il y a des dynamiques locales qui se mettent en place. Et très souvent, on a des gens qui arrivent dans le monde du running. Ça, tout le monde l'a vécu. Ce que je vais dire là, tout le monde le sait. Beaucoup arrivent dans un club en disant non, mais moi, je viens juste comme ça parce que je viens juste pour la santé, pour me sentir mieux, ou alors motivé par la vie d'un groupe, un peu de lien social. Et puis 2 ans après, la petite dame, elle va prendre son premier dossard parce qu'il y a une œuvre caritative et tout, elle va faire son premier 5 bornes et 2 ans après, elle fait son premier marathon, quoi. En gros, c'est ça. Donc, on connaît ce cheminement. Et puis, il peut y avoir aussi des gens qui viennent pour la santé, pour une pratique de running, pour être bien dans sa vie sans jamais mettre un dossard. On a aussi cette partie-là. Mais quand même, nos clubs, compte tenu de l'ADN de l'athlète, on sait encadrer les progressions. Notre métier, métier ou bénévole en tant que coach, c'est de prendre une personne à un point A et l'amener à un point B, peu importe le niveau. À la limite, c'est pas le principal. C'est qu'ils s'inscrivent dans une démarche de progression et que les clubs puissent les accompagner. C'est un peu ça notre vocation.
tout à fait. Moi, me concernant, imaginons que demain, je travaille dans un club, je suis formé entraîneur trail et course à montagne, donc niveau 3. Y a-t-il des formations complémentaires pour les enfants dans le cadre de l'ouverture d'une section enfants-adolescents ou c'est pas encore le cas? Il y a des modules qui sont liés à ce nouveau contenu pédagogique qu'on est en train de mettre en place ou faudrait que je refasse le point avec le responsable des formations, mais comme je suis en arrêt depuis un petit moment, je l'ai pas fait, mais c'est sur le point d'être fait ou si c'est déjà fait. Il y a un module spécifique pour la mise en place de sections trail jeunes et on a même une espèce de document, de guide pour les encadrants. Même sur le niveau des responsabilités. Parce que dès lors, quand on est dans un univers qui n'est pas une piste de 400 mètres fermée, clôturée, etc., et qu'on est dans un environnement naturel, il y a quand même des précautions à prendre et un champ de responsabilité sur l'encadrement entre des gamins, ceux qui courent vite, ceux qui courent moins vite, etc. Enfin, il faut quand même maîtriser un certain nombre de choses. Donc là, on a fait tout un guide qui est en cours de finalisation et qui est validé par notre service juridique en fait. Est-ce que tu pourrais, si possible, après cet entretien ou cette interview, nous donner, me faire parvenir les différents liens que je pourrais mettre dans le descriptif de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Dès qu'on est prêt, je fais parvenir tout ça. Super. Ok, très bien pour ce volet-là qui est hyper intéressant et qui moi me passionne beaucoup en ce moment. On va passer sur le volet plus relation entre la FFA et les instances internationales. Alors là, je vais en citer que 5. On en a parlé tout à l'heure. World Athletics, ITRA, WMRA, IAU, ISF. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 d'instances internationales liées à notre pratique. Quelles sont les relations entre la FFA et ses principales instances? Alors, World Athletics, c'est le chapeau. Hein. C'est le chapeau. C'est la fédération internationale qui chapeaute toutes nos pratiques. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des fédérations délégataires. WMRA pour la montagne, IAU pour le trail et l'ultra trail. L'ITRA est arrivé dans l'histoire, mais parce que l'ITRA avec l'UTMB, etc., c'est une histoire sur l'ultra trail, sachant qu'on n'a pas encore au niveau international de distance ultra trail, même au niveau de World Athletics, ça n'existe pas. D'accord. Mais l'ITRA s'est positionné comme quelqu'un qui maîtrisait parfaitement cet univers-là en termes d'organisation. Donc c'est plus un organe technique en fait qui vient apporter son expertise lorsqu'il y a un championnat du monde. C'est eux qui vont aller évaluer les parcours, etc. Donc c'est vraiment et c'est intéressant que ça vienne de France en fait aussi. Parce qu'on a eu contact avec eux, ils avaient créé aussi, alors ça semble un peu compliqué chez eux en ce moment, mais la cote ITRA, etc. Donc c'était des initiatives qui contribuent et qui ont contribué au développement du trail et c'est plutôt bien. On est en relation avec eux. Quand Michel Poletti était président de l'ITRA, on était vraiment en relation et en réunion assez fréquemment avec eux. On n'est pas éloigné d'eux, quoi. Voilà. Après, c'est structuré comme ça. Au niveau, je le disais tout à l'heure, il y a des évolutions hein, puisqu'il y a un rapprochement WMRA et IAU sur les championnats du monde, les championnats d'Europe. Donc, nos relations sont les mêmes que pour toutes les autres disciplines avec World Athletics et dès lors qu'ils nous proposent des championnats internationaux, nous on les suit. On est finalement à l'échelle planétaire assez peu de pays à répondre favorablement sur l'ensemble des possibilités d'engager des équipes nationales. C'est-à-dire que nous, franchement, il n'y a pas de discipline où on n'est pas présent, quoi. Alors qu'il y a des pays qui font le choix ou qui n'ont pas les moyens d'engager tout le monde sur toutes les disciplines. Nous, on a une équipe de France de 24 heures, de 100 km, tous les pays n'en ont pas. Tous les pays ne jouent pas le jeu de la course en montagne ou du trail. Et pour le coup, nous, on est présents sur toutes ces disciplines-là. Ça montre bien, parce que tu dis, l'importance du hors-stade, on va utiliser ce terme-là, même si tu l'aimes pas beaucoup, mais pour la FFA aussi, quoi. Si on met quand même de l'argent et des investissements pour que quasiment toutes les compétitions internationales, il y ait des représentants français, c'est que toutes ces disciplines hors stade, entre guillemets, elles sont importantes pour la FFA, quoi. Ouais, alors elles sont importantes, pour la FFA, c'est absolument clair. Et puis, ça fait aussi partie de la délégation ministérielle. C'est-à-dire que la FFA a une délégation
et c'est elle qui a la délégation sur le running ou le hors-salle, on va dire. Donc elle est en charge de la mise en place de la réglementation, de la sécurité, des aspects sécurité évidemment, et puis du haut niveau, donc des équipes de France. Mais on pourrait très bien faire le choix de dire on n'engage pas d'équipe dans telle discipline, et ça on ne l'a jamais fait, quoi. Si on prend un exemple, ce qui va nous arriver prochainement, hein, le championnat du monde à Chiang Mai en Thaïlande du 3 au 6 novembre 2022. Alors d'ailleurs, ça a été repoussé, et puis là, ça a été un peu avancé de 15 jours. Difficulté de lisibilité, j'imagine, en termes organisationnels pour vous. Compliqué. On en a parlé avec Adrien Séguré. Étant donné que ces championnats avaient été repoussés, du coup les modalités de qualification avaient été annulées et il faut les refaire. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de ce que vont être les moyens de qualification pour ces championnats du monde? Alors déjà, on a été clairement pénalisé dans le monde du trail et de la course en montagne. Le Covid nous a vraiment pénalisé. Ça fait depuis 2019 qu'on n'a rien eu, quoi, en fait, pas d'événement. Donc on attend ça. Le dernier rebond qu'il y a eu, c'est le fait que le championnat du monde soit avancé de 15 jours. C'est récent en plus, hein, c'est début. Il y a 2 semaines qu'on. Ah, il y a 2 semaines. Ah oui, donc c'est encore plus récent que ça. On avait commencé à faire des devis pour les transports, avions, etc. Donc voilà, c'est comme ça. On a été contraint depuis un bon moment à faire preuve de grande capacité d'adaptation. Ah ça c'est un peu général. Dans ces périodes-là, mais c'est pas que nous, c'est tout le monde. C'est général. C'est général. Mais nous particulièrement parce que on n'a pas arrêté de faire et de défaire, et d'annuler des stages et refaire des stages avec des stages déconnectés d'un événement, puis finalement l'événement a lieu, puis finalement il a plus. Enfin bref, donc on vit ça depuis un moment. C'est pénible à vivre pour nous. Heureusement, les athlètes ont quand même pu participer à des compétitions sur des circuits de course, etc. Ils sont pas restés sans compétition. Mais nos championnats internationaux ont été bousculés parce que dès lors qu'il y a une pandémie mondiale, déplacer des équipes internationales dans un pays, tous les pays sont pas prêts à prendre ce risque. Donc cette dimension de championnats internationaux, finalement nous a plutôt posé un problème, ce qui est pas forcément le cas des circuits de privés, on va dire, où ils ont réussi à organiser quelques trucs et heureusement qu'ils sont là parce que il y a eu un terrain d'expression quand même pour les athlètes, quoi. Justement, puisque tu en parles, quelle est la position de la FFA et par rapport à ces nouveaux circuits privés qui voient le jour? Est-ce que j'ai l'impression de ce que tu dis, c'est que vous voyez plutôt comme pas des partenaires, mais pas forcément des comment dire, des concurrents, quoi, entre guillemets. Mais vous et Adrien l'avait dit dans le précédent épisode, il était peut-être dans l'intérêt de la FFA aussi d'intégrer par moment ce type de circuit privé. Moi, je suis assez sensibilisé à tout ça parce que pendant un bon moment, j'étais team manager pour un team privé, donc qui était Adidas. Donc, je vois bien les enjeux pour des entreprises comme celle-là, d'avoir un team, etc., d'avoir des circuits. On peut pas être dans l'opposition, on peut pas s'opposer, ce serait bête, on n'a pas la force pour se fâcher entre nous, quoi. Et d'ailleurs, la dernière fois où on était au championnat du monde, et on a ramené autant de médailles, dans notre pot, pour fêter un peu tout ça, j'avais invité les team managers qui étaient sur place et en leur disant, merci aussi de contribuer d'une certaine manière à ce que les athlètes soient placés dans les meilleures conditions à travers l'aide matérielle ou financière, je sais pas, je me mêle pas de ça, mais des aides qu'ils leur apportent parce que nous, on n'a pas les moyens de faire ce qu'ils font aussi. Donc, en fait, c'est un tout et il y a aucune raison qu'on soit en opposition. Après, que des marques ou une marque ne souhaite pas jouer le jeu des compétitions internationales pour je ne sais quelle raison, c'est un peu ennuyeux, mais finalement, on arrive à s'en sortir avec des équipes de France performantes. Ça reste à la marge quand même, non, Olivier? Ça reste à la marge, même si cette marque en question a des bons athlètes et certains qui étaient dans les équipes de France avant. Mais bon, c'est une stratégie que cette marque a. On peut pas s'opposer à ça. C'est leur vision, mais en tous les cas, la grande majorité
des teams sont vraiment pro équipe de France. Et puis, très honnêtement, Philippe Propage le disait souvent, et je le pense pour l'avoir vécu en tant qu'athlète, dès lors que tu portes le maillot d'équipe de France, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est pas anodin, c'est pour la vie, quoi. C'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Ouais, il y a une carrière, il y a une carrière et il y a une carrière internationale aussi, même voilà. si voilà, ça peut-être moins de comment dire de considération que l'athlétisme et que les Jeux Olympiques, mais malgré tout, le fait de porter le maillot, ça reste quelque chose d'important, quoi. Ah, quand il y a avec le maillot, il y a plus de, il y a pas de différence. Hein. Tu ressens bien j'allais dire le poids, c'est pas ça, mais ce que ça peut générer comme énergie, comme enthousiasme et comme déception quand ça marche pas aussi. Hein, mais quand ça marche, c'est vraiment un bonheur incalculable, quoi. Il y a pas d'équivalent. Hein. J'ai fait des sélections d'équipe de France, j'ai fait des meetings internationaux. Si tu gagnes un meeting international, ça a pas le même poids que lorsque tu gagnes une compétition internationale avec le maillot d'équipe de France. C'est évident. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer alors assez brièvement quelles vont être les modalités? Je crois que Adrien avait et sur le site de la FFA il y a le lien aussi qui le détermine, qui le décrit assez précisément. Mais par quels moyens les athlètes vont pouvoir être qualifiés à ces championnats du monde? Je crois qu'il y a le Trail du Ventoux. Alors le Trail du Ventoux c'est plus dans l'optique du championnat d'Europe. D'accord. Puisque le championnat d'Europe en Espagne, je crois. C'est à La Palma. Alors là aussi, on a eu des doutes à un moment parce que le Covid était passé par là, mais en plus à La Palma, il y a eu l'éruption du volcan. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va aller au bout de notre malchance avec finalement des difficultés pour organiser le championnat à La Palma. Finalement, ça va se faire, ça s'est fait, c'est validé, c'est en route et on est bien content de ça. Donc là, la course de sélection pour le championnat d'Europe, c'est au Trail du Ventoux. Championnat d'Europe, c'est en juillet à La Palma, hein, c'est ça? C'est au mois de juillet à La Palma. D'accord. Je peux te donner les dates exactes. Je crois qu'on en avait du 1 au 3, du 1er juillet au 3 juillet. On en avait parlé avec Adrien. Ouais. Okay. À El Paso, exactement. D'accord. Voilà. Donc, entre-temps, on aura un stage. On aura un stage pour créer la dynamique, etc. Donc ça, Adrien Séguré va piloter ce stage dans le cadre d'une préparation à un événement. Le premier qu'il a piloté, c'était conjointement avec Philippe Propage et c'est une passation, on va dire, déconnecté d'un événement. Mais là, il va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc je serai à ses côtés. Hein. Moi, j'interviens de temps en temps sur ces stages, sur la partie technique de course, puisque avec mon expertise sur le sprint, parce que j'entraîne dans mon club des sprinteurs. Je continue d'entraîner, je peux amener des choses où une certaine génération de trailers finalement n'ont jamais entendu parler véritablement, quoi. Donc on est assez complémentaires. Donc je serai également sur les stages avec lui. Et après pour le championnat du monde, les modes de sélection, on privilégie évidemment le championnat de France de trail qui compte pour beaucoup. Mais aussi, et Adrien a mis sa patte là-dessus, et notamment après des discussions avec les team managers aussi, pour comprendre quelles étaient les courses qui étaient très importantes pour des team managers, et on va regarder ce qui se passe du côté du marathon du Mont Blanc, du côté de l'UTMB sur certaines distances, sur Sierzinal, voilà. Donc il y a toutes ces courses où participent beaucoup d'athlètes parce que c'est intéressant d'un point de vue du nombre des élites qui sont sur place et de la confrontation directe. Niveau de performance, quoi. Niveau de performance. Et aussi, sûrement, il y a un système de primes ou je sais pas quoi. Donc, c'est intéressant aussi pour ces athlètes, sûrement, à ce niveau-là. Et puis, il y a un accueil sûrement très qualitatif. Donc, on prend ça en compte et on intègre certaines courses dans nos modalités de sélection et on va regarder tout ça avec le simple objectif, c'est d'avoir l'équipe de France la plus forte. Parce que on est quand même dans le top 3 des équipes nationales en trail. On est vraiment très fort. Des médailles, là on est quand même, on a des médailles par équipe en titre qu'on doit défendre. Hein, c'est chez les filles, chez les garçons. Et pour le coup, on veut garder ce leadership. Et on veut avoir les équipes de France les plus fortes possibles. Et maintenant, on n'a plus une équipe de France sur une seule distance. On a du 40 km
du 80 km et de la course en montagne. Sachant qu'avant, on avait des gens qui faisaient de la course en montagne sur le championnat international, qui n'était pas la même date que le championnat du monde, mais qui pouvait faire parce aussi. que c'était pas les mêmes fédérations qui géraient Le meilleur exemple, c'est Julien Rancon, qui est toujours en équipe de France de course en montagne et qui a 2 médailles internationales en trail. Parce que finalement, entre une course de 16 km en course en montagne et de 30 et quelques en trail, finalement, ça peut être les mêmes personnes. Et du coup, moi, je vois ça comme un avantage. Parce qu'en France, on a quand même des coachs depuis de nombreuses années qui ont développé des compétences pour encadrer ces disciplines-là. Je pense à Propage, Pascal Balducci, Éric Lacroix à La Réunion, et il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment Adrien, mais plein d'autres. Et on a cette possibilité, on a une densité assez forte qui pourrait nous permettre d'aller chercher des médailles quasiment sur toutes les distances. On verra. Plus on approchera les championnats du monde, on regardera ce que font un peu les équipes adverses, mais on est plutôt sur cette option de présenter des équipes sur chacune des distances. Si les auditeurs veulent savoir un peu les modalités de qualification, je crois que sur le site internet de la FFA, c'est écrit. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Alors, le chemin, c'est le site athlé.fr. Ouais. Cliquez sur performance, équipe de France, modalité de sélection, été 2022. Et là, super. Les modalités. Super. Petite question. J'ai eu des retours assez nombreux sur le fait que sur les événements nationaux de trail ou de course en montagne, on avait quand même la sensation qu'il y avait assez peu de moyens qui étaient mis en place. Hein. On m'a fait remonter. Alors moi, j'y suis jamais personnellement allé, donc c'est avec des guillemets que je dis ça, mais on m'a parlé notamment de quelques petits des problèmes de moyens au niveau des dossards. Enfin voilà, c'était. Est-ce que toi, tu as la sensation que on pourrait faire mieux sur cet aspect-là, sur l'organisation des championnats de France, qui pourrait être un peu plus quali, peut-être. Quel est ton point de vue? Alors, à la fédération, il y a plusieurs niveaux de championnat de France. Plusieurs catégories de championnat de France parce que les moyens sont pas les mêmes. Un championnat de France d'athlétisme sur piste va pas générer les mêmes moyens qu'un championnat de France de course en montagne. Un championnat de France de cross qui va accueillir 15 ou 20 000 spectateurs dans le week-end, c'est pas la même catégorie que ce qu'on vit nous. Après, sur l'aspect purement organisationnel, alors, je sais pas, tu faisais une référence à des dossards, ou je sais pas, ça, je crois qu'on est assez bon là-dessus. Ouais. C'est pas sur ces aspects-là. En revanche, sur la partie, on va dire, habillage de la partie événementielle, effectivement, il y a moins de moyens sur certaines catégories de championnats, comme le championnat de France de 100 km, de 24 heures, parce que la fédération organise 60 championnats dans l'année, quoi. Bien sûr. On fait avec ce dont on dispose. Mais c'est vrai que moi, étant responsable de ces disciplines-là, j'aimerais que ce soit un peu mieux, quoi. Mais je suis obligé de regarder le contexte dans lequel j'évolue, qui est plus global, et de me dire que finalement, c'est pas si mal, même si on peut encore s'améliorer, ça c'est évident. Est-ce que dans cette période pré Jeux Olympiques 2024, tu sens quand même une différence on va dire considération, on va employer un terme général, mais de considération entre les disciplines olympiques au sein de la FFA et les autres? Alors, c'est sûr que l'équipe technique qui est en place, le nouveau DTN, Romain Barras et son équipe, eux, ils vont être scrutés de près sur les résultats qu'il y aura à Paris 2024. Des Jeux Olympiques dans son propre pays, la capitale de Paris dans 2 ans. Et évidemment que les énergies vont être orientées vers c'est absolument évident. On serait fou de dire le contraire. Ce serait une erreur de pas le faire d'ailleurs. Ouais. Et ils auront raison d'être focalisés dessus, et il faut qu'ils le soient à 200%. Ça me semble absolument évident. Mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on laisse tomber le reste. C'est-à-dire que, le reste, nos disciplines non olympiques, elles sont la preuve, c'est qu'il y a 8 responsables de spécialité, et j'en fais partie avec des disciplines non olympiques. Si vraiment ils avaient eu cette volonté-là, ils m'auraient pas mis là, quoi, en fait. Donc du coup,
Oui, il va y avoir un focus sur Paris 2024, mais on le mettra même nous. On va vraiment être Ouais, attiré par ça. naturellement, quoi. Naturellement. Voilà. C'est un événement Et, important, donc. et faites-moi confiance sur le fait que moi, je vais veiller à ce qu'on ne m'oublie pas dans mon coin avec ces disciplines-là. Voilà. Et la fédération, en me mettant à ce poste-là, ils savent que je vais défendre ces disciplines si jamais je ressentais qu'elles étaient maltraitées. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Bon. Allez, dernière question sur les JO. Question difficile, je suis désolé Olivier. Pour ou contre le trail aux JO? Absolument pour. Absolument pour, parce que certaines personnes que j'ai l'occasion d'entendre ou de voir ce qu'ils écrivent sur le sujet pensent que les valeurs du trail sont au-dessus de je ne sais trop quoi. D'abord, faudrait quand même qu'on se mette d'accord sur quelles sont les valeurs du trail, parce que je pense qu'on est exactement dans la même configuration que plein d'autres sports, avec son lot de gens très honnêtes, son lot de gens qui sont moins honnêtes. Je pense au dopage et tout. Il n'y a aucune raison que ces disciplines-là soient épargnées. Et je vois pas quelle différence y a-t-il entre départ d'une course d'un trail et la différence qu'il pourrait y avoir avec un marathon ou un départ de 100 mètres, on va dire. Alors, ça va en faire bondir plus d'un quand je dis ça, mais évidemment que si un jour cette discipline était aux Jeux Olympiques, ça donnerait une visibilité encore plus forte à cette discipline-là et une reconnaissance encore plus forte. Moi, par exemple, je m'intéresse beaucoup aux Jeux Olympiques, et que ce soit été, hiver, et je regarde tout ce que je peux regarder. Et bien, la seule fois où je peux voir du skeleton à la télé, c'est pas faux. C'est complètement dans les jeux, voire même du VTT. Et même si certains disent le VTT en boucle, c'est quand même pas les valeurs du VTT, eh ben ma foi, ça passe quand même à la télé au moment des jeux, et ça peut donner envie à des enfants de faire du VTT. Et rien n'empêche tous les autres de faire des boucles de 150 km s'ils ont envie, quoi. Faut pas opposer les choses, en fait. Mais c'est juste une vitrine formidable. Et puis les athlètes qui s'investissent autant et qui sont en équipe de France de trail, par exemple, bah, si un jour ils pouvaient être en équipe de France olympique, vous vous rendez compte un peu ce que c'est pour, ce serait formidable, quoi. Alors ceux qui s'y opposent, bah, moi chacun pense ce qu'il veut, hein, mais franchement, c'est qu'ils ressentent pas ce que ça peut apporter à un athlète, quoi. Je suis un peu partagé sur ce point de vue-là. Effectivement, on a souvent en notre tête l'exemple du VTT, qui a priori, d'après les gens qui vivaient ce sport depuis des années, ont vu un net changement lors de son intégration aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est reproductible dans notre sport à nous? On voit des sports comme le biathlon ou le ski de fond qui n'ont pas forcément été dénaturés. Je t'avoue, Olivier, que sincèrement, j'arrive pas à avoir de décision arrêtée là-dessus. Mais le biathlon, c'est même tout le contraire. C'est très peu de licenciés et une exposition télé qui est absolument incroyable. Absolument incroyable. L'équipe TV, ils font des directs de 6 heures ou 7 heures là-dessus. Et ils ont raison, parce que ça crée du suspense, et puis on regarde ça avec intérêt et tout ça. Mais là, typiquement, on est dans le cadre d'une discipline un peu mineure et qui vivait un peu dans son coin. Elle explose au grand jour. Et franchement, le trail est peut-être encore plus la course en montagne, sur un format court. Parce que faut voir ce que c'est qu'un format 12-13 km pour des gars, enfin gars et filles, 12-13 km. Mais les allures sont extrêmement élevées. Dans les descentes, c'est très impressionnant. Et ça vaut le coup de vraiment suivre ces courses. Et d'ailleurs, avec la fédération, on fait des directs. Oui, j'ai vu, les Matézins, me semble-t-il, hein, c'était super cool. C'était la Sky Race des Matézins est passée récemment. Et on le fait aussi au Championnat de France. Moi, j'ai la chance de commenter avec Fred Bousseau. Ouais, sur Ancel, c'était Ancel, ouais. On a fait un très très beau direct, et on avait même des spécialistes. Et même un champion olympique de VTT qui avait une caméra et qui suivait les coureurs à VTT. On avait vraiment mis les moyens. C'était chouette. Ouais. Voilà. Et donc, ce format-là, pour moi, c'est un format incroyable, parce que c'est moins de 2 heures de course, très 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 dynamique, et puis des passages très engagés, etc., quoi. Donc, là-bas, quand on allait en Argentine au championnat du monde de course en montagne, ils traversaient une rivière, il y avait du courant et tout, c'était super impressionnant. Eux, ils ont moins de blocage sur les normes de sécurité que nous, hein. En France, là où on est passé au championnat du monde, personne ne passe, hein. Mais en tous les cas, c'est tout ça pour dire que c'est quand même des disciplines qui sont visuellement très intéressantes,
est extrêmement dynamique. Et puis c'est pas parce que je suis désolé d'être un peu désagréable, mais certains ont fait des erreurs notamment dans le VTT qu'on est obligé de refaire les mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sur des formats de 20 km, on n'est pas obligé de tourner en boucle sur une boucle de 2 km. On peut aussi faire comme vous avez fait sur Ansel. Exactement, on arrive si on prépare bien avec des moyens techniques, bon, ça demande un peu de ressources, quoi, mais si on a fait du bon repérage, on voit toutes les zones blanches où on peut pas être en connexion, bah là on envoie un drone par exemple, etc. Et on arrive finalement avec des sociétés de prod qui sont habituées à ça, à faire des petits directs qualitatifs qui ne demandent plus qu'à passer sur des chaînes au plus large public. Quoi. Bien sûr. Mais pour l'instant, avec Athlé TV, avec la chaîne de la Fédé d'athlé qui retransmettent tous les championnats de France, bah, on est bien concerné par ça et ça fait 2 ans de suite qu'on a un direct formidable, quoi. Alors quand c'était au Dévoluy avec la neige qui était tombée la veille et tout, on a eu des images extraordinaires. Ça doit donner envie à tout le monde dès lors que tu vois ça. Dimanche matin, tu te réveilles et tu mets la télé et tu regardes ça. Tu prends ton petit passionné de trail, déjà passionné de trail, moi je suis comme un dingue devant des images comme ça. Alors c'est vrai que ça peut donner envie à des gens de participer. Ouais. Parce que notre volonté aussi, sachant qu'on a une forme de leadership au niveau international chez les seniors, c'est de garder ce leadership parce que comme je le disais tout à l'heure, on a des entraîneurs qui ont développé des compétences pour encadrer ces disciplines-là. Pour garder cet avantage-là, il faut absolument qu'on mise sur nos jeunes. C'est aussi pour ça qu'on crée les sections trail jeunes et qu'on va les préparer encore plus en avance. Et le meilleur exemple en la matière, c'est Kylian Jornet. Kylian Jornet, il est né dans la montagne. Son jeu principal, quand il était gamin, c'était de cavaler. Je sais pas, à 8 ans, il faisait son premier 3000 avec sa mère ou je sais pas trop quoi. Ça prouve que si on s'y met très tôt, on développe les capacités qu'il faut. Et ça, c'est une vision à 15, 20 ans où il faut qu'on garde ce leadership. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je dois préparer les équipes qui vont prendre le relais quand moi, je vais partir à la retraite pour aller faire des photos en montagne. De trailers. Allez, dernier sujet, Olivier, si tu veux bien. J'ai vu, vous avez sorti récemment, ça date du début d'année, une nouvelle grille de classification des trails et courses en montagne initiée notamment par l'ITRA et l'I2AF. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Alors tu parles de quoi? Des formats de compétition? Ouais, les formats de compétition, la classification des formats de compétition en fonction des kilomètres efforts, etc. Ah, XS, S, voilà. Ouais, d'accord, ok. En fait, l'ITRA, à l'origine de l'ITRA, quasiment, il y avait eu un colloque international avec beaucoup de continents représentés, beaucoup de pays, et le premier exercice constituait à essayer de se mettre d'accord sur une définition du trail. C'était assez marrant parce que en Australie, Afrique du Sud, pour eux, dès lors qu'on met le pied sur un chemin, au sens propre du mot trail, on fait du trail. D'autres disaient, non, aux États-Unis, on fait du trail à partir de 42 km. Parce qu'avant, c'est du marathon. Et puis nous, on était à cette époque-là avec des formats course nature, trail court, trail long. On avait saucissonné les choses, probablement à juste titre, pour essayer de cadrer un peu avec les efforts. Avec notre vision à nous, quoi. Avec notre vision à nous. Et en fait, à l'échelle internationale, finalement, il y avait un peu de tout. Et d'ailleurs, la définition de l'ITRA du trail, si vous la lisez, elle est vague. Mais elle englobe un peu tout, mais parce que de toute façon, on n'avait pas tous le même regard et la même vision des choses. Voilà. Et pour qu'on dise ça, la question, c'était, oui, alors les formats de course. Les formats de course, c'est une évolution après à la fois d'une vision un peu commune et une réalité par rapport au mode de calcul de la cote ITRA, etc. Donc en gros, c'est le kilomètre plus 1 kilomètre ramené équivalent à 100 mètres de dénivelé. Et ça donne une grille entre des formats très courts et des formats longs. Voilà. Donc et ça se traduit par S, M, L, XL, etc. quoi. Donc au moins c'est une norme qui a été proposée par l'ITRA, puisque comme je le disais au début, l'ITRA est une association qui conseille World Athletics et ça a été adopté par World Athletics et en cascade,
Nous, dans notre réglementation, on a repris ces éléments-là parce que de toute façon, on avait quand même travaillé avec l'ITRA pour réfléchir à ça, quoi. Donc, on l'a intégré puisque ça sert à rien de recréer une norme qui soit pas celle de World Athletics. Donc, on s'est mis aux normes. Voilà. Alors, juste pour info, je vais dire la définition de l'ITRA. L'ITRA définit le trail comme un parcours de course à pied ouvert à tous qui se déroule dans un environnement naturel. En compétition, la portion de route ne doit pas être supérieure à 20% de la distance totale. Cette portion maximale peut évoluer lors de la mise en application de la règle 251 de l'I2AF. Donc, voilà, on a bien compris que c'était assez vague, assez large. J'entends de plus en plus parler, notamment au sein de la FFA, des reports comment dire de résultats de course, etc. Est-ce que c'est un axe de développement pour la FFA de devenir aussi un lieu sur lequel on va pouvoir recueillir les résultats des trials, peut-être même des cotes, etc. Est-ce que c'est un axe de développement pour la FFA? Mais là, on l'a fait là récemment. On avait déjà un système de cotation sur la course sur route en fonction des distances. Et donc, il y avait un algorithme qui avait été calculé et ça permettait de classer et de comparer des gens qui faisaient du semi-marathon, du 10 km, etc. Et de délivrer un classement, en fait, une forme de classement national. Il nous manquait ce volet-là sur la partie trail. Et ne serait-ce que pour qualifier des gens, pour sélectionner des gens au championnat de France, par exemple, sur des critères de. Et là, on l'a mis en place. Et c'est Adrien Tarenne qui a porté ce projet du développement, parce qu'il est lui-même trailer. Et ça s'est fait pendant mon arrêt de travail. Alors du coup, je suis pas assez pointu pour vous en parler précisément, mais en tous les cas. On a notre classement, on est capable de délivrer un classement national en fonction des allures des athlètes et toujours en prenant en compte les parcours, les distances et les dénivelés. Un peu à l'image de l'ITRA, mais c'est pas avec les mêmes algorithmes et ça part de ce qu'on avait déjà en magasin, j'allais dire, sur la partie course sur route. Donc c'est une adaptation et a priori, Adrien Tarenne a travaillé et a réfléchi avec des trailers membres de l'équipe de France qui ont amené leur expertise et leur vision et pour que toutes les choses soient bien cohérentes, quoi. Voilà. Est-ce que ça participe pas aussi, alors là je vais peut-être poser un peu la question qui pique, mais au flou qui est en train de devenir toute cette communauté, cette pratique en ce qui concerne les différents index, ITRA, UTMB, etc., de rajouter encore des calculs au sein de la FFA, est-ce que ça participe pas aussi au flou généralisé de notre pratique aujourd'hui? Moi, là, je crois pas parce que notre vocation en tant que fédération, c'est aussi de délivrer des résultats, des classements, quoi. Et on a une base de données qui est absolument considérable, hein. Là, pour le coup, on possède des bases de résultats qui sont incroyables. Donc, on peut affiner quand même mais pour aller dans ce sens-là, à un moment, et ça s'est pas fait, et c'était quasiment acté, mais à l'ITRA, les choses ont bougé à cette époque-là. Mais on avait l'accord du président de l'ITRA pour que nous on puisse utiliser la cote ITRA pour générer des cotes et des classements. Mmh. Et en fait, il y a eu ce qui s'est passé à l'ITRA, à l'UTMB, etc. Et les choses ne se sont pas faites, mais on avait l'accord de Michel Poletti, c'était acté. Et nos informaticiens avaient déjà travaillé ensemble sur, dès lors que nous on collectait un résultat d'une course, que ces résultats soient envoyés automatiquement à l'ITRA, qui, sur la base de leur algorithme, appliquait une cote dès lors qu'ils avaient le profil de la course, etc., et qui nous renvoyaient ça derrière. Et on était en train de travailler avec les informaticiens pour que tout ça soit automatisé. On en était à ce stade de développement. Et puis finalement, il y a eu l'ITRA, il y a eu à la Fédé aussi le patron des informaticiens qui a quitté son poste, etc. Donc il y a eu un peu de flottement. Entre-temps, Michel Poletti a quitté l'ITRA, etc. Voilà. Donc on a créé notre propre système, mais que validé par les athlètes de l'équipe de France pour certains qui ont bossé avec nous. Ce système est basé sur des résultats dans le cadre de courses labellisées FFA ou c'est généralisé?
sur l'allure par rapport à la distance et par rapport au dénivelé. En fait, c'est le même principe que la côte Citra, mais c'est pas avec le même algorithme. Et là, je serais bien en peine de vous en dire plus. Mais je veux dire, ces résultats sont synthétisés sur toutes les courses présentes sur le territoire ou uniquement des Toutes courses les qui courses sont à label, toutes les à courses qui label, sont hein. labellisées. D'accord. Pour l'instant, on en est à ce stade. D'accord. Mais il est probable qu'à un moment, on puisse être capable de le délivrer sur l'ensemble des courses qui seront sur le site de la fédération. Olivier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les, on va dire, allez, de 2 années à venir? Pour les 2 années à venir, de finir ma carrière professionnelle de toute beauté. C'est-à-dire, tu peux en dire plus? De toute beauté, c'est. Non, parce que moi, je viens de faire 60 ans, Ouais. la retraite se profile, même si j'ai encore du temps. Hein. Non, mais plus sérieusement, on a une année 2022 qui est géniale avec si on parle de trail et de montagne, avec 2 championnats internationaux, ce qui est rare. Hein. Et on sent il y a une envie très forte chez les athlètes aussi à revenir vivre ces expériences-là. Déjà les premières expériences de stage avec notre partenaire dans le Cantal, etc. On est super bien accueillis à chaque fois. Enfin, il se passe des choses d'un point de vue humain qui se vivent et si on le raconte, ça peut s'en tomber à plat, mais à vivre, c'est quand même quelque chose. Moi, c'est ce qui me nourrit le terrain, les athlètes, les enjeux, les difficultés rencontrées, la gestion mentale, etc. Enfin, tout ça, c'est absolument formidable. Puis la dynamique collective, puisque en fait, on part du principe, et ça, Philippe Propage le disait souvent, c'est que on va penser d'abord aux résultats par équipe, et s'il y a un bon résultat par équipe, nécessairement, il y aura eu des bons résultats individuels. Donc, on raisonne un peu comme ça. Et ça se ressent dans l'ambiance de nos stages et de l'ambiance de l'équipe de France. Quand on est allé en Patagonie pour les championnats du monde de course en montagne, on avait des athlètes sur format long. On a eu des emmerdes pendant notre voyage. On a passé une nuit dans l'avion et une nuit dans un aéroport. Pas d'avion pour aller sur la deuxième partie du voyage, arriver à Buenos Aires. On pouvait plus arriver à Bariloche. Il y avait des grèves et tout. Enfin, c'était très compliqué. Et on était à 2 jours de la compétition. Et franchement, l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide, parce que certains ont eu quelques baisses de morale, etc. Cet esprit d'équipe qui était formidable nous a permis quand même de ramener des résultats extraordinaires, que ce soit chez les filles qui sont championnes du monde par équipe, Alexandre Fine qui fait 4 de la course, alors et à 300 mètres de la ligne, il y a encore 2. Enfin bref, et puis une espoir, Jade qui fait une médaille chez les juniors. Enfin, on a vécu un truc extraordinaire. Et s'il n'y avait pas eu cet esprit collectif et de résilience, et parce qu'il y avait vraiment un dette de sommeil, etc. Ils ont quand même sorti un truc absolument incroyable. Et c'est ça ce que moi j'ai envie de vivre, quoi. C'est ce qui fait le sel de notre métier, quoi. Olivier, je tenais à te remercier pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé, et puis pour parler un petit peu de ma vision perso, je pense que la FFA va prendre de plus en plus de place. Alors, elle en a quand même pas mal aujourd'hui, mais au sein de la communauté trail, on voit que ça s'accélère un peu dans tous les côtés là, au niveau de la com, au niveau de la formation des entraîneurs, des enfants. Voilà, on sent qu'il y a une vraie dynamique que tu aussi, dont tu es à l'origine, et ça c'est cool. Et puis il faut quand même admettre que une vraie fédération française forte pour le trail, eh bien, ça sera vraiment bénéfique pour notre sport, pour le cadrer, pour former les encadrants, etc. Et donc ça c'est cool. Est-ce que tu veux terminer par un petit sujet dont on n'aurait pas parlé? Non, je crois on a quand même parlé de beaucoup de choses. Hein. Moi, le seul message que j'ai envie de passer à l'ensemble des gens qui m'écouteront et qui seront plutôt dans la partie athlée, quoi, c'est arrêtons de penser que l'athlétisme ne se passe que sur la piste d'athlée. Ouvrons notre regard sur tout ce qui se passe à côté. Moi, par exemple, j'étais très proche pendant sa carrière de Johan Diniz, le marcheur. Je me suis occupé directement, quand j'avais ma propre boîte, de tous ses intérêts pendant plusieurs années, et à travers la marche athlétique, qui est aussi une discipline confidentielle, on va dire. Bien sûr. On a vécu des moments. Alors, tout le monde connaît Johan Diniz, hein, des moments très hauts et des moments très bas, etc. Mais en termes d'émotion, et c'est absolument formidable. Et humainement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il n'y a pas que l'athlète piste, et je le dis
vraiment tranquillement, parce que moi-même, je suis ancien sprinter, toujours entraîneur de sprint et de haie dans mon club, avec des athlètes qui réussissent au niveau national. Et en fait, il faut décloisonner tout ça, s'ouvrir et aller vers ne pas dénigrer, pas mépriser des gens qui font du trail et qui vont courir un ultra trail à 5 km/h de moyenne. Parce que vu comme ça, ça peut sembler quelque chose de pas terrible en termes de performance. Mais quand on le vit directement sur le terrain, c'est déjà un exploit pour beaucoup de gens qui ont un métier à côté, qui consacrent du temps à ça, etc. Donc, il faut respecter tout le monde, il faut pas être méprisant et avancer tous dans le même sens parce qu'on fait tous finalement de la course à pied. Dès lors, à l'exception de la marche athlétique où on ne doit pas décoller les pieds, mais dès lors qu'on décolle les pieds du sol, on court. Dès qu'il y a un temps de suspension, tu vois, j'ai bien appris mes cours de la FFA de manière générale. Bon, merci Olivier, c'était très très sympa. On va continuer si tu veux bien pendant 5 petites minutes pour mes soutiens Patreon. Je vais te poser une ou deux questions qui m'ont été adressées. En tout cas, c'est très 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 sympa ton ouverture d'esprit et puis j'adore l'état d'esprit que tu mets pour décloisonner les mondes culturellement différents. Ça c'est cool. Allez, je te dis à très bientôt et puis merci pour tout. Allez, bien, ok. Et dès que j'ai des éléments à t'envoyer, des documents, je t'envoie ça. Super, merci. Ça marche. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Olivier Guy qui nous en a appris beaucoup sur la relation FFA Trail, organisation nationale, internationale, championnat. Bref, un vrai épisode dans lequel vous allez pouvoir piocher plein d'informations. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Trail Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Trail Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si vous souhaitez soutenir par quelques euros par mois le projet, ça se passe sur patreon.com/Let's Trail le podcast. Et puis comme je le dis, je le répète, le premier moteur d'un podcast, c'est le bouche à oreille. Donc dès que vous en avez l'occasion et si vous souhaitez aider le LTP, parlez-en autour de vous. C'est ce qui aidera le plus le LTP à se développer. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!